En Alabama, une série d'attaques meurtrières ébranle la population. Les policiers n'arrivent pas à y voir clair. Tout ce que les tueurs ont laissé derrière eux, ce sont des cadavres et quelques images floues captées par des caméras de surveillance. La police et les agents fédéraux suivront les meurtriers jusqu'à la côte Est. Le FBI refusera d'abandonner la poursuite tant qu'il n'aura pas capturé les fugitifs. Dans les années 1990, à Birmingham, il y eut à la fois une baisse de la population et du taux de criminalité. Mais même dans les villes les plus sécuritaires, des meurtriers peuvent être à l'œuvre. Le 18 mai 1996, le client d'une station-service trouva un corps. La police de Birmingham répondit à son appel. Les enquêteurs sur la scène du crime conclurent que la victime, le commis de la station-service, avait été abattu avec une arme à feu. C'était le seul employé de service ce jour-là. Le client n'avait pas été témoin du crime. Une traînée de sang menait à l'intérieur du magasin jusqu'à l'arrière du comptoir. La mare de sang qu'il y avait là indiquait que l'employé y était resté un moment avant de sortir, peut-être dans l'espoir de trouver de l'aide. Il s'était rendu avec difficulté dans le stationnement. Les policiers crurent d'abord que le vol était le mobile du crime, mais ils se ravisèrent en voyant de l'argent sur le comptoir. De plus, la caisse enregistreuse était encore pleine de billets. On ne trouva aucune empreinte digitale suspecte. Et il n'y avait aucun témoin. Les enquêteurs récupérèrent l'enregistrement de la caméra de sécurité pour le remettre au laboratoire judiciaire. Comme la cassette avait été réutilisée à maintes reprises, les images étaient de piètre qualité. Par conséquent, on pouvait difficilement y distinguer des détails. Des experts en électronique tentèrent d'améliorer la définition des images. Cela permit aux enquêteurs de se faire une idée précise de la façon dont le crime avait été commis. Les images confirmaient ce que les indices laissaient présumer. Un client, seul, avait abattu le commis d'un coup de feu même si celui-ci s'était plié à ses exigences. À l'évidence, il s'agissait là d'un crime gratuit. Les détectives interrogèrent ensuite des amis et parents de la victime pour trouver une piste. Mais aucun d'entre eux ne put reconnaître le visage du meurtrier, ni dire pourquoi on avait voulu la mort du jeune homme. Sans aucun autre indice, l'enquête en était au point mort. Deux mois plus tard, à 30 km au sud de Birmingham, James Jones, le shérif de Shelby County, reçut un appel de deux personnes d'un commerce de prêt sur gage. Quand on a reçu l'appel, on n'a pas vraiment saisi ce qui s'était passé. On avait des raisons de croire qu'il y avait eu des pertes de vie à cet endroit. Mais comme c'est plutôt rare par ici, j'ai été très surpris de constater que c'était bien le cas en arrivant sur la scène du crime. Les experts conclurent que le propriétaire du commerce de prêt sur gage avait été tué de plusieurs coups de feu.
Une des employées reposait dans un état critique. Elle avait reçu un projectile à la tête. Des enquêteurs estimèrent que le total de l'argent et des bijoux volés s'élevait à 2 300 $. De plus, tous les étuis d'armes à feu avaient été vidés. Comme ce commerce était fréquenté par une clientèle nombreuse, les techniciens n'eurent aucun mal à relever les empreintes de plusieurs centaines de personnes. Il serait très difficile de trouver un suspect parmi elles. Le chef enquêteur assigné à cette affaire était le sergent du comté Michael DeHart. On devait faire analyser de nombreux indices, comme les empreintes digitales par exemple. Mais on n'a rien trouvé de concluant. La seule chose qu'on ait découverte sur les lieux, c'était des douilles de projectiles. L'arme du crime était un pistolet automatique de calibre 380. À ce moment-là, on ignorait s'il s'agissait d'un crime isolé ou si, au contraire, il faisait partie d'une série de crimes. Ce meurtre ressemblait à celui qui avait été commis à la station-service, sauf que celui-ci était relié à un vol. Les détectives regardèrent l'enregistrement vidéo de la caméra de sécurité du commerce. On y voyait 2 jeunes hommes entrer dans le magasin à 15h23. Ils avaient empêché le propriétaire de s'échapper et l'avaient obligé, lui et son employé, à rester derrière le comptoir. Les policiers aperçurent aussi, mais confusément, un pick-up rouge à l'extérieur du commerce. Les 2 suspects s'en étaient vraisemblablement servis pour prendre la fuite. Ils avaient pillé le commerce pendant 13 minutes sous le regard inquiet des employés. Puis, ils les avaient tués à bout portant. Rien n'indiquait que ces victimes avaient résisté ou tenté de résister à leurs assaillants. Elles avaient obéi à leurs ordres, croyant sans doute qu'en agissant de la sorte, elles auraient la vie sauve. Mais au contraire, on les a littéralement exécutées. C'était affreux. Le sergent Young et son collègue, le sergent Donald King, trouvèrent d'autres indices près de l'endroit où les victimes avaient été tuées. On fouillait le magasin quand on a aperçu des rebuts derrière le comptoir. Et on s'est alors demandé ce qu'ils faisaient là. Il n'y avait pourtant pas de poubelle à cet endroit. Cela nous est apparu étrange. Et parmi ces rebuts, il y avait des rognures de métal. Ces fragments provenaient d'une machine servant à reproduire des clés sur le comptoir. Les détectives les recueillirent pour analyse. Ils croyaient que les meurtriers étaient partis avec la poubelle, mais ils ignoraient pourquoi. La loi fédérale américaine stipule que quiconque achète ou vend des armes à feu doit conserver les relevés des transactions. Les détectives demandèrent à l'un des employés de leur montrer ce registre pour qu'ils puissent faire le relevé des armes qui manquaient. Ils eurent au fait de constater que les 2 hommes avaient tout pris. Au total, ils étaient partis avec 32 armes à feu. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe sur nous. Qu'allait-il donc faire de ces armes? Que faisait-il en ce moment même et que comptait-il faire par la suite? Comme il y avait un risque sérieux que d'autres crimes tout aussi violents soient commis, les détectives contactèrent sans attendre le bureau du procureur de Shelby County. L'assistant du procureur, Randy Hillman, se joignit alors à l'enquête. On aime être associé à une enquête dès le début. Cela nous facilite la tâche et c'est la même chose pour les policiers qui travaillent sur la scène du crime. Le ruban magnétoscopique constituait l'indice le plus intéressant dont disposaient les enquêteurs pour trouver les meurtriers. On pouvait les voir transporter les biens volés dans un étui à guitare. L'un d'eux avait tiré sur le propriétaire et sur l'employé. À un moment donné, son arme s'était enrayée. Presque machinalement, il avait dégagé l'arme de ce qui l'obstruait et l'avait rechargée avant de tirer de nouveau. Les 2 hommes étaient ensuite montés à bord du pick-up rouge par le côté du passager. Cela indiquait donc que quelqu'un d'autre conduisait le véhicule.
Les techniciens tirèrent des photos des images vidéo. Malheureusement, celles-ci étaient de piètre qualité. On disposait de photos de ces individus au moment où ils commettaient le meurtre. On avait également la photo d'une partie du véhicule dans lequel ils étaient montés. Mais on ignorait tous d'eux. Et leur comportement violent était alarmant. On devait arrêter ces hommes avant qu'ils passent de nouveau à l'attaque. Moins de 8 heures après la fusillade, les enquêteurs apprirent que l'employé blessé était mort à l'hôpital. Il y avait maintenant 2 innocentes victimes de meurtre. Les techniciens du service des sciences judiciaires de l'Alabama examinèrent les fragments de projectiles et les douilles trouvées dans le magasin. Ils les comparèrent ensuite aux projectiles utilisés lors des crimes perpétrés dans le secteur, notamment lors du meurtre du commis de la station-service de Birmingham. Mais ils ne trouvèrent aucune ressemblance entre les balles. Les enquêteurs étaient pourtant enclins à croire qu'il y avait un lien entre ces meurtres. Ils demandèrent alors l'aide du public. On a distribué les photos aux médias de la région. On leur a demandé de les diffuser et de demander aux gens de nous aider à identifier les auteurs de ces crimes. La diffusion des photos suscita des dizaines d'appels. Quelqu'un déclara qu'il était en voiture à Birmingham au moment où il avait aperçu 2 hommes dont la description correspondait à celle des meurtriers. Ils avaient sorti des armes et un étui à guitare d'un pick-up rouge pour les transporter dans une maison. On n'avait jamais fait état de cet étui à guitare dans les médias. L'homme au bout du fil déclara qu'il connaissait les suspects, mais seulement par leur surnom dans le milieu, Turkey et Maine. Les détectives de Shelby County transmirent ces informations à la police de Birmingham. Le service métropolitain disposait d'une liste des surnoms des criminels. Turkey était le surnom de Marcus Presley, âgé de 16 ans. Celui-ci ressemblait au jeune homme qui avait commis les meurtres au commerce de prêt sur gage. Quant à Maine, il avait 18 ans et son vrai nom était Samuel Gamble. Il ressemblait au 2e voleur du commerce. Les 2 suspects avaient plusieurs crimes à leur actif. Grâce à des documents de la cour, les enquêteurs obtinrent l'adresse de Gamble. On savait que les individus qu'on recherchait étaient dangereux. Ils avaient déjà tué et l'on craignait qu'ils ne recommencent. Dès le début des recherches, on a donc pris toutes les précautions possibles. Et chaque fois qu'on entrait dans une maison pour une fouille, par exemple, on appliquait une méthode d'examen stratégique très précise. L'équipe d'arrestation s'assura que la maison où vivait Gamble ne présentait aucun danger. Il n'y avait personne. Les 2 redoutables meurtriers, qui disposaient de tout un arsenal d'armes volées, couraient toujours en liberté. Le 28 juillet 1996, en Alabama, des enquêteurs étaient à la recherche de Marcus Presley, de Samuel Gamble et d'un 3e complice soupçonné d'avoir commis un double homicide dans un commerce de prêt sur gage. L'équipe d'arrestation entra dans la maison du suspect Gamble, mais personne ne s'y trouvait. Munis d'un mandat de perquisition, les détectives fouillèrent la maison. Le sergent Russell Young de Shelby County trouva alors des indices qui démontraient que le suspect était mêlé au double homicide. Au cours des recherches, on a trouvé la cassette qui provenait du faux magnétoscope du commerce. Elle avait été brisée, la cassette était craquelée. Quant au ruban, on l'avait sorti de la cassette. Cela démontrait qu'ils s'étaient aperçus qu'ils étaient filmés. Ils avaient eu la présence d'esprit de s'arrêter et d'aller chercher ce qui aurait pu constituer une preuve de leur culpabilité. On trouva également l'étui d'une guitare.
Il ressemblait à celui qui avait été volé au commerce. Le sergent Donald King trouva alors d'autres indices dans la cuisine. Au fond d'une poubelle, on a remarqué des étiquettes de prix qui provenaient de certaines des armes et des bijoux du commerce de prêt sur gage. Elles contenaient également des rognures de métal qu'on pouvait aisément relier à celles trouvées sur la scène du crime. Le sergent Michael DeHart était toutefois déçu de n'avoir pu trouver aucune des 32 armes volées. Au moment des recherches, on savait que 3 personnes étaient mêlées à cette affaire, mais on ignorait qui pouvait être la 3e personne. En fouillant la maison, on a trouvé le bordereau d'un chèque de paye dans la poche d'un manteau au nom de Stephen Mackenzie, qui provenait d'un commerce dans la région de Boston. Mackenzie était-il le 3e suspect, celui qui avait conduit le véhicule dans lequel les 2 autres avaient pris la fuite? Il n'avait aucune adresse fixe dans la région, mais des voisins déclarèrent que c'était un ami de Gamble et de Presley. Selon les dossiers de la cour, Marcus Presley vivait chez sa grand-mère. Les enquêteurs fouillèrent aussi cette maison, mais n'y trouvèrent rien de significatif. La grand-mère de Presley arriva pendant la perquisition. On lui montra des photos tirées de l'enregistrement du vol. Elle reconnut que l'un des 2 hommes ressemblait à son petit-fils. Elle avait fait son possible pour bien élever Marcus, mais depuis qu'il avait commencé à prendre de la drogue et à fréquenter un gang, il avait des ennuis. Selon elle, il arrivait souvent à Marcus de disparaître pendant plusieurs semaines. Elle fut atterrée d'apprendre qu'il était maintenant soupçonné de meurtre. Le fait que les suspects fussent toujours en liberté faisait craindre le pire à l'assistant du procureur, Randy Hillman. Ils étaient jeunes et ne tenaient pas en place. Ils n'avaient pas de chez-soi comme tout le monde, pas de résidence ou d'adresse fixe. Ils habitaient à droite et à gauche, comme bon leur semblait. Les détectives ratissèrent le quartier que fréquentaient Gamble et Presley, interrogeant tous ceux qui les connaissaient. Plusieurs personnes déclarèrent les avoir vus montrer des bijoux et donner des armes à feu aux membres de leur gang de rue. Certains avaient entendu dire que les suspects se trouvaient toujours dans le secteur et fournir les adresses où l'on pourrait peut-être les trouver. Les enquêteurs vérifièrent ces adresses, mais Gamble et Presley semblaient avoir disparu. Il nous restait encore un endroit à vérifier avant de terminer notre journée. On rentrait quand quelqu'un a proposé qu'on se rende chez l'oncle de Samuel Gamble pour voir s'il y avait quelqu'un chez lui. Et c'est ce qu'on a fait. On a alors aperçu un pick-up rouge qui correspondait à la description du véhicule dans lequel les voleurs s'étaient enfuis. Même si le véhicule n'était pas immatriculé, il portait un numéro d'identification. Les détectives aperçurent alors dans un coin du pare-brise un permis de stationnement délivré au Massachusetts. Ils espéraient que l'oncle de Gamble leur fournirait des informations sur les suspects. Good afternoon, sir. I want to talk to you about that red truck on the side of your house here. What's this all about? Celui-ci accepta de répondre aux questions de la police, mais à condition que cela ne se passe pas chez lui. Il ne voulait pas qu'on le voie avec des policiers. Ceux-ci le firent donc monter en voiture afin de l'interroger à l'abri des regards.
L'oncle déclara aux enquêteurs que le pick-up appartenait à Stephen Mackenzie, l'ami de son neveu. C'était le nom aperçu sur le bordereau de chèque de paie d'une entreprise de Boston. L'oncle reconnut que son neveu était demeuré récemment chez lui avec Mackenzie et Presley. Mais les trois jeunes hommes étaient partis quelques jours plus tôt. Le sergent Young était d'avis que l'oncle de Gamble ne leur avait pas tout dit. Au début, il n'a pas vraiment voulu nous donner des informations importantes. Mais nous avons poursuivi l'interrogatoire et il a fini par reconnaître qu'ils étaient partis à Boston. On vérifia le permis de stationnement du Massachusetts sur le pick-up rouge. Le véhicule appartenait bien à Stephen Mackenzie, le présumé conducteur du pick-up. L'oncle de Gamble finit par donner l'autorisation aux policiers de fouiller sa maison. Il leur suggéra de regarder sous la galerie. Les policiers y trouvèrent un pistolet à peinture. Le numéro de série correspondait au numéro d'un des pistolets volés au commerce de prêt sur gage. On disposait maintenant d'un doute raisonnable, ce qui autorisait la police à faire remorquer le pick-up de Mackenzie à la fourrière et à y chercher des indices. Les techniciens n'y trouvaient rien qui provenait de la scène du double homicide. Les suspects avaient sans doute quitté l'État pour Boston. La police de Shelby County contacta alors l'agent spécial Jeff Newton du FBI. Toute affaire où une personne est soupçonnée d'un double homicide devient prioritaire pour nous. J'ai immédiatement appelé les agents de Boston pour leur dire que des criminels se trouvaient sur leur territoire ou qu'ils s'y dirigeaient. Je leur ai transmis toutes les informations qu'on m'avait données à Shelby County, notamment le degré de violence dont les suspects étaient capables. On leur a aussi envoyé plusieurs photos et leurs descriptions physiques. Au bureau du FBI de Boston, au Massachusetts, c'est l'agent spécial Joseph Altman qui avait pris l'appel prioritaire. On nous a dit que ces trois individus étaient des meurtriers sans pitié. Ceux-ci avaient d'ailleurs affirmé qu'ils n'hésiteraient pas à tuer de nouveau, qu'on ne les arrêterait jamais vivants et qu'ils tueraient tout représentant de la loi qui tenterait de les capturer. Les agents de Birmingham avaient également envoyé à leurs collègues de Boston une liste d'endroits qu'ils devraient visiter. Il y avait entre autres l'entreprise de construction où le suspect Stephen Mackenzie avait travaillé. Les agents interrogèrent le propriétaire. Celui-ci déclara qu'il n'avait pas vu le jeune homme depuis plusieurs semaines. Si Mackenzie se trouvait effectivement dans la région de Boston, il n'avait pas tenté de reprendre son ancien boulot. Le propriétaire disposait du dossier de cet employé, mais celui-ci ne contenait aucune adresse ni information qui permettrait de le retrouver. Les agents de Boston se rendirent aux autres adresses que leur avaient envoyées les agents de Birmingham, notamment celle d'un deuxième oncle de la Samuel Gamble. Mais ils ne s'approchèrent pas de cette maison tout de suite. On ne voulait pas qu'ils sachent qu'on surveillait cette maison. On souhaitait leur laisser un ou deux endroits où ils pourraient retourner. Après quelques heures, les agents aperçurent un homme quitter la maison. Ce n'était pas l'un des suspects. Ils attendirent pour s'assurer qu'il était seul et que personne ne le voyait. How you doing, sir? I'm Special Agent Daniel and Special Agent Forensic would like to ask you a couple questions if we could. All right. Do you live in that building? Celui-ci hésita à parler, mais il finit par déclarer que ni l'oncle de Gamble ni les autres suspects ne se trouvaient dans la maison. No, no one's in there? No.
Il les avait toutefois vus. Il nous a dit que Gamble et Presley étaient restés à cet endroit, mais qu'ils étaient partis depuis. Ils ne savaient pas où. On s'est alors dit que cela ne valait plus la peine de cacher le fait qu'on connaissait cette adresse, et l'on a obtenu un mandat de perquisition pour fouiller les lieux. Mais on n'y a rien découvert d'important. Le 1er août 1996, le bureau du FBI de Boston a une conférence de presse. We believe these individuals to be extremely dangerous, most likely armed. They're wanted in Alabama. We'd like to bring these individuals in. Le FBI distribua des affiches et demanda à quiconque disposait d'informations d'appeler les agents par le biais d'une ligne téléphonique particulière. Suite à cette campagne de publicité, on obtint plusieurs dizaines de pistes. L'une d'elles menait à une maison à l'extérieur de Boston où Stephen Mackenzie, le présumé chauffeur du pick-up rouge, était censé demeurer. On ignorait toutefois si Gamble et Presley se trouvaient avec lui. L'escouade tactique devait être prête à tout. On surprit Mackenzie. Gamble et Presley, eux, n'étaient pas là. Les deux fugitifs circulaient toujours dans les rues, armés jusqu'aux dents. Au mois d'août 1996, l'unité SWAT de Boston avait arrêté l'un des 3 suspects ayant fui l'Alabama suite à un vol et un double homicide. Stephen Mackenzie, le présumé chauffeur des 2 autres suspects, n'était pas armé. Il fut conduit au poste pour un interrogatoire. Pendant ce temps, les enquêteurs fouillèrent la maison où il vivait. On y trouva des bijoux volés au commerce de prêt sur gage en Alabama. On y trouva également 3 armes à feu. En vérifiant leur numéro de série, les agents constatèrent que ces armes se trouvaient parmi les 32 armes à feu volées au commerce. Mais il n'y avait aucune trace de Samuel Gamble et de Marcus Presley. Les agents de Boston gardèrent Mackenzie en détention pour avoir eu en sa possession des biens volés. Ils appelèrent ensuite Randy Hillman, l'assistant du procureur de Shelby County en Alabama. Tout de suite après avoir reçu cet appel, on a sauté dans un avion en partance pour Boston pour aller aider les enquêteurs là-bas. Il fallait espérer que Mackenzie dirait où se trouvaient ses complices. On savait à quel point ils étaient dangereux et on savait aussi le nombre d'armes qu'ils avaient en leur possession et le risque qu'ils représentaient. Les autorités de Shelby County interrogèrent Mackenzie. Our major concern is that these weapons are going to get back out on the street and someone else, innocent persons, are going to lose their lives. And we don't want to see that happen. On lui montra les preuves amassées contre lui. Dans l'espoir de voir sa peine réduite, le suspect passa aux aveux. Il déclara que Presley, Gamble et lui avaient commencé à planifier le vol du commerce de prêt sur gage à la mi-juillet. Il s'était rendu au commerce une première fois pour y jeter un coup d'œil. Gamble avait alors affirmé qu'il serait intéressant de dévaliser cet endroit car on y trouvait des armes, des bijoux et de l'argent liquide et qu'il n'y avait pas de gardien de sécurité. Le 25 juillet, ils y étaient retournés à bord du pick-up de Mackenzie. Gamble et Presley étaient entrés dans le commerce pendant que Mackenzie les attendait dans le véhicule.
Il ne devait prendre que l'argent et les objets de valeur. Mais à un moment donné, Mackenzie avait entendu des coups de feu. Ses deux complices avaient pris ce qu'ils étaient venus chercher, puis le trio avait pris la fuite. Mackenzie déclara que Gamble et Presley étaient ensuite venus à Boston avec lui. Il croyait qu'ils étaient toujours dans la région. Les enquêteurs ne savaient pas s'ils devaient le croire. Il a déclaré qu'il ignorait où ils étaient, mais on était persuadé du contraire. Il nous a par contre fourni des informations utiles, entre autres sur les endroits où ils étaient restés. Je crois toutefois que Mackenzie nous a caché des choses. Il en savait plus que ce qu'il nous a dit. En cours, le témoignage de Mackenzie ne serait pas crédible. Le procureur se tourna donc vers le seul témoin irréprochable, la cassette de la caméra de surveillance. Il l'envoya au labo audio et vidéo du FBI à Quantico, en Virginie. La tâche d'améliorer la définition des images incomba à l'expert Dale Linden. Cet enregistrement magnétoscopique provenait d'une caméra de sécurité. Je dirais que la résolution des images était de piètre qualité. Quand la caméra faisait face à des fenêtres, tout était surexposé. À certains moments, on ne distinguait que des silhouettes. Mais plus les sujets s'approchaient de la caméra, et meilleure était la définition des images. En ne retenant que les scènes où les meurtriers étaient le plus près de la caméra, Linden se mit au travail. Après avoir numérisé les images, on les traite séparément, une à une. Selon les problèmes qu'on rencontre, on utilise tel ou tel type de filtre. Dans ce cas en particulier, la première chose qu'on a faite, ce fut d'ajuster les contrastes pour que les images soient plus nettes et qu'on voit ainsi mieux les sujets. Dans ce cas-ci, on est parvenu à améliorer la définition du visage ainsi que de l'arme. On distingue également mieux les faits et gestes des deux hommes dans le commerce. Les résultats ne firent qu'étayer les preuves contre Gamble et Presley. Maintenant, les autorités devaient les arrêter. Le FBI surveillait toujours la maison de Roxbury au Massachusetts où, selon certains informateurs, les suspects se cachaient. Pour l'agent spécial Joseph Haltman du FBI, il s'agissait là de la meilleure piste dont il disposait. On a surveillé la maison pendant environ 48 heures. Les informations qu'on obtenait étaient de plus en plus intéressantes. De plus, on avait vu des gens à l'intérieur. Ça bougeait dans la maison. Les agents ordonnèrent aux membres de l'unité SWAT de se tenir prêts à entrer. Mais juste avant qu'on ne passe à l'action, un homme sortit de la maison. Les agents croyaient qu'il s'agissait de l'oncle de Gamble. Celui-ci était en probation suite à un crime. Quand un prisonnier est mis en liberté provisoire, il accepte de ne pas faire valoir ses droits en vertu du 4e amendement. Cela signifie que les policiers peuvent l'arrêter et le fouiller en tout temps. Les agents trouvèrent un pistolet sur lui. C'était une des 32 armes volées en Alabama. Il nous a dit que les suspects n'étaient plus chez lui.
Mais comme il avait des liens de parenté avec l'un d'eux et qu'il portait une des armes volées sur lui, on n'a pas pris ce qu'il disait pour de l'argent comptant. L'unité SWAT est donc passée à l'action et est entrée chez lui. Comme Gamble et Presley avaient juré de ne jamais se faire arrêter vivants, les membres de l'unité se préparaient à une fusillade. On croyait qu'on ne sortirait les deux suspects de là que par la force. L'escouade tactique fouilla toute la maison, vérifiant les pièces une à une. Il n'y avait personne. On a toutefois trouvé des sacs de voyage appartenant à Presley et Gamble. Dans ces bagages, on a trouvé deux autres armes de même qu'une photo. On pouvait y voir les fugitifs montés à bord d'un autobus. Les bagages contenaient les t-shirts que portaient Gamble et Presley lors du vol. Les enquêteurs trouvèrent aussi une des armes à feu ayant servi lors du double homicide. L'oncle de Gamble trouva que son neveu et Presley étaient restés chez lui. Mais selon lui, ils étaient partis par autobus en Virginie où la petite amie de Gamble vivait. Le FBI et la police de Boston avaient manqué les dangereux fugitifs de quelques heures à peine. Le 5 août 1996, les fugitifs La Samuel Gamble et Marcus Presley avaient échappé à une équipe d'arrestation à Boston. L'oncle de Gamble avait déclaré aux agents que les deux jeunes hommes étaient partis en Virginie où vivait la petite amie de son neveu. Il ne savait toutefois pas exactement où. Pour limiter les recherches, le FBI obtint les relevés téléphoniques des maisons de Boston où les suspects étaient vraisemblablement restés quelque temps. Au cours des 48 heures suivantes, les agents examinèrent les relevés à la recherche de numéros composés à plusieurs reprises. Selon l'agent du FBI, Joseph Altman, il y en avait un en particulier. On a trouvé un numéro de téléphone qui avait été composé environ 2 mois et demi avant les meurtres et une semaine après. L'abonné de ce numéro était de la région de Norfolk en Virginie. Les agents de Boston contactèrent alors le bureau du FBI de cette ville. Le 8 août, l'agent spécial John Harley reçut l'ordre d'aller arrêter les deux fugitifs. Les jeunes peuvent être parfois imprévisibles. Un criminel plus vieux a pris certaines habitudes. Il peut avoir des comportements que l'on connaît et dont on peut tenir compte pour préparer l'arrestation. Mais dans ce cas-ci, les deux individus étaient très jeunes et il nous était difficile de prévoir comment ils réagiraient. Le lendemain matin, à 5h30, l'escouade tactique arriva sur les lieux. Quelqu'un a alors répondu à la porte. On ne savait pas s'il correspondait à la description d'un des suspects qu'on nous avait donné, mais on est quand même allé de l'avant et on lui a demandé la permission de fouiller l'appartement. Il a alors donné son consentement. Il reconnut le visage des suspects sur des photographies. L'individu auquel on a parlé nous a fourni des informations. Il a déclaré qu'il avait organisé une petite fête et que deux individus qui correspondaient à la description de Gamble et Presley étaient venus avec une de ses amies à lui. Il n'y avait personne d'autre que lui dans l'appartement, mais il donna aux agents l'adresse de la jeune femme. Le temps commençait à manquer et l'on devait maintenant trouver cet appartement où vivait la jeune femme, celle qui apparemment connaissait nos deux suspects.
L'équipe d'arrestation se réunit rapidement devant l'appartement en question, situé dans un immeuble de 3 étages. La police de Norfolk restreignit l'accès du secteur aux automobilistes pendant que les agents tentaient de voir quelle était la meilleure stratégie pour entrer. Il était alors 9 h du matin et le soleil était déjà haut. On était inquiet du fait que si nos 2 suspects dormaient encore, cela ne serait pas pour très longtemps. On préférait les surprendre pendant leur sommeil. L'équipe d'arrestation se sépara en 2 groupes et passa à l'action. On a décidé d'envoyer la majeure partie de nos hommes par l'issue de secours. Ce n'était pas le meilleur chemin pour se rendre à l'appartement, mais c'était la meilleure façon d'avoir un effet de surprise. On a également posté 2 policiers de l'État devant la porte d'entrée principale, qui donnait sur le hall d'entrée, pour s'assurer que nos suspects ne s'échapperaient pas par là. Les agents n'avaient pas eu le temps d'obtenir un mandat de perquisition de l'appartement. Pour y entrer et procéder à une arrestation en bonne et due forme, il fallait qu'ils voient de leurs yeux les suspects, sinon ils devaient demander la permission d'entrer. Ils aperçurent un des résidents par une fenêtre qui donnait sur la cour et jouèrent le tout pour le tout. On s'est présenté et on lui a dit qu'on était à la recherche de 2 individus. Ensuite, on lui a demandé la permission d'entrer. L'homme, qui était âgé, nous a ouvert la voie en nous faisant signe de la tête qu'il acceptait. Et c'est alors qu'on est entré. Les agents trouvèrent Presley en premier. On lui a passé les menottes tout de suite. Le suspect n'eut pas le loisir d'alerter son complice. Dans une chambre du fond, l'équipe trouva ensuite Gamble. Les agents identifièrent formellement Presley et Gamble à partir de photos. Ils les mirent en état d'arrestation. Ensuite, des policiers accompagnèrent les fugitifs jusqu'à Shelby County, en Alabama. Lors de son interrogatoire à la prison du comté, Samuel Gamble déclara que c'était Presley qui était l'auteur des meurtres. Mais quand les enquêteurs interrogèrent ce dernier, sa version des faits fut complètement différente, tous 2 étant convaincus d'avoir détruit la cassette de la caméra de surveillance. Presley et Gamble croyaient que personne n'avait survécu lors du vol et que par conséquent, personne ne pouvait avoir décrit les événements en détail. Ils ont continué à se montrer du doigt l'un l'autre à coups de « ce n'est pas moi, c'est lui », jusqu'à ce qu'ils voient l'enregistrement. Ils ont alors bien compris qu'ils ne pouvaient plus mentir. On savait qui avait commis les meurtres. La teneur de leur déclaration a dès lors changé du tout au tout. Finalement, Marcus Presley en est venu à passer aux aveux et à nous dire qu'il était l'auteur du double homicide. Presley avoua ensuite être l'auteur d'un autre crime. Il avait abattu le commis de la station-service de Birmingham. Croyant que l'employé tentait de se saisir d'une arme, il avait tiré sur lui. En 1997, les 3 suspects ont eu droit chacun à un procès. Pour son rôle, Stephen Mackenzie a écopé de 50 ans de réclusion. Un jury de l'Alabama a jugé Samuel Gamble coupable d'homicide au 1er degré et l'a condamné à mort pour avoir été impliqué dans les crimes du commerce de prêt sur gage. Marcus Presley a eu droit à la peine de mort pour avoir tué le commis de la station-service. Un autre jury l'a condamné à une seconde peine de mort pour le double homicide. Quand les jurés ont vu les images, ils ont été bouleversés. On a l'habitude de voir de la violence à la télévision et elle nous laisse généralement froid. Mais cet enregistrement de 2 personnes qui se faisaient exécuter a eu un profond impact sur le jury. D'une certaine façon, le propriétaire du commerce a, malgré lui, joué un rôle important dans l'enquête sur son propre meurtre.
En installant un faux magnétoscope, il nous a permis d'obtenir un enregistrement du double homicide et ainsi de résoudre cette affaire beaucoup plus rapidement et sans équivoque. Si nous n'avions pas trouvé cette cassette, on se serait perdu en conjecture. En 1996, Spokane, dans l'État de Washington, est aux prises avec une série de violentes explosions et de vols. Le FBI croit que ces crimes sont dus à un groupe de radicaux dont l'objectif est de renverser le gouvernement. Les enquêteurs devront éviter de dangereux pièges laissés par des ennemis invisibles pour arrêter un groupe extrémiste qui a choisi d'imposer la terreur. La ville de Spokane, dans l'État de Washington, compte 200 000 habitants. Elle est située près de la limite est de l'État, à côté de celle de l'Idaho. Le lundi 1er avril 1996, 2 douzaines de personnes travaillaient dans un des bureaux du journal Spokesman Review. À 14h30, une camionnette se gara derrière l'immeuble. Elle y resta moins de 15 secondes. Dans l'immeuble, un reporter finissait de rédiger son article avant de rentrer chez lui pour passer le reste de l'après-midi avec son fils. Il ignorait ce qui les attendait à l'extérieur. Malgré d'importants dégâts à l'immeuble, il n'y eut pas de blessés. Des unités du bureau du shérif de Spokane répondirent aux appels d'urgence. Le reporter et son fils n'avaient rien vu d'anormal. Une employée déclara que quelques secondes avant l'explosion, elle avait aperçu un homme portant une cagoule sauter à bord d'une camionnette blanche qui avait démarré en vitesse pour disparaître derrière l'immeuble. Elle n'avait pas noté le numéro de la plaque d'immatriculation. Alors que la plupart des agents se trouvaient dans les bureaux du journal, une camionnette blanche se gara près d'une succursale de la US Bank à Spokane, à quelques kilomètres de là. 15 minutes s'étaient écoulées depuis l'explosion. 2 hommes armés portant une cagoule firent irruption dans la banque et annoncèrent qu'il s'agissait d'un hold-up. Pendant ce temps, une caissière appuya sur le bouton de l'alarme silencieuse. Les voleurs menacèrent de faire exploser une bombe tuyau si quiconque désobéissait à leurs ordres. Ils ordonnèrent à la caissière de ne pas leur donner les liasses d'argent qui contenaient des pochettes d'encre destinées à tacher les billets et ceux qui les manipulaient. Quand les intrus eurent obtenu l'argent, ils forcèrent tout le monde à se regrouper dans un coin. Ils braquèrent leurs armes sur les otages pendant que de précieuses secondes s'écoulaient et que la mèche de la bombe se consumait.
Les enquêteurs qui se trouvaient dans les bureaux du journal entendirent la nouvelle de cette seconde explosion et du braquage sur la radio de la police. Comme il n'y avait plus de danger sur la première scène de crime, plusieurs enquêteurs se rendirent à la banque. Le bureau du shérif dépêcha d'autres policiers sur la deuxième scène de crime. L'agent spécial Mark Cullinan du FBI se rendait alors au bureau du journal avec son collègue. Nous nous rendions là-bas quand nous avons appris qu'il y avait eu un vol de banque et une explosion. Comme je m'occupe prioritairement de vols de banque, je me suis immédiatement dirigé vers cet établissement. Les employés et les clients étaient en état de choc, mais il n'y avait pas de blessés. Ils croyaient que tout le monde était sorti avant l'explosion. Les enquêteurs n'avaient toutefois pas encore écarté tout danger sur la scène du crime. Le sergent James Godwin, superviseur de l'escouade anti-bombe, devait s'assurer que l'immeuble était sécuritaire avant que les policiers n'y entrent. Nous craignions qu'il n'y ait une deuxième bombe. En effet, chaque fois qu'on a affaire à une bombe, il est toujours possible qu'il y en ait une autre. Les criminels qui utilisent les explosifs laissent parfois une autre bombe destinée aux policiers. L'escouade anti-bombe fouille à la banque et conclut qu'il n'y avait pas d'autre bombe ni de victimes à l'intérieur. On avisa les policiers qu'ils pouvaient entrer et commencer l'enquête sans danger. Les intrus étaient organisés et ils avaient agi rapidement. En l'espace de quelques secondes, ils s'étaient enfuis avec 50 000 $. Ce n'étaient pas des voleurs de banque typiques. En général, les vols de banque sont commis par des individus seuls qui ont besoin d'argent pour payer leur drogue. Que des individus soient entrés ainsi pour prendre le contrôle de la banque, avec un tel degré de violence et après avoir tout planifié, c'était complètement inhabituel. Les policiers interrogèrent une femme qui se trouvait dans l'aire de stationnement de la banque au moment du vol. Après l'explosion, elle avait vu deux hommes portant des cagoules s'enfuir de la banque et monter à bord d'une camionnette blanche. Un troisième homme était au volant. Il avait les cheveux gris et portait la barbe. Elle avait eu le temps de noter le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule. Les policiers découvrirent que la camionnette avait été volée à Ellensburg. Les répartiteurs du service d'urgence de Spokane transmirent la description du véhicule à toutes les unités de patrouille. Les agents commencèrent à effectuer des recherches méthodiques des rues voisines. Au bureau du journal, on interrogea les témoins. La femme qui avait aperçu la camionnette près du journal avait également affirmé que le conducteur était un homme d'âge mûr, aux cheveux gris et portant une barbe. Mais le lien le plus solide entre les deux affaires était sans contredit des dépliants de propagande religieuse, comme on en trouve fréquemment dans le secteur. Sur la scène de l'explosion de Spokesman Review, de même qu'à la US Bank, on a découvert plusieurs dépliants laissés par les voleurs. La propagande religieuse est très répandue dans le coin. Très souvent, ces groupes distribuent leurs dépliants dans tout un quartier, en les laissant sous les essuie-glaces des voitures, par exemple, ou devant chez vous. Ces dépliants font état de leurs idéaux. Ils essaient ainsi de faire circuler leur message. Mais ce groupe en particulier avait laissé son message avec des bombes et après avoir commis un vol. Les patrouilleurs poursuivirent leur recherche de la camionnette blanche.
90 minutes après le vol de banque, un des agents retrouva le véhicule dans une aire de stationnement à 1,5 km de la banque. D'où il était, il ne pouvait savoir si les voleurs se trouvaient à bord. Il n'y avait personne à l'intérieur. La répartitrice mit le policier en garde. Le véhicule pouvait avoir été piégé avec une bombe. Quelques minutes plus tard, l'escouade anti-bombe arriva. Les experts croyaient que les voleurs avaient peut-être posé des bombes à l'intérieur. S'il y avait un explosif dans la camionnette, le détonateur pouvait être contrôlé par radio. Comme les radios de la police peuvent déclencher ces dispositifs, les experts ordonnèrent aux policiers d'éteindre tous leurs appareils. Comme ils disposaient de suffisamment d'espace pour le faire, ils utilisèrent un robot pour effectuer une première vérification. On a d'abord envoyé le robot pour obtenir quelques images. Mais on ne voyait pas très bien. On a ensuite envoyé un technicien vêtu d'une combinaison anti-bombe. Ses collègues attendirent son rapport au poste de commandement mobile. Même dans les situations les plus périlleuses, les spécialistes doivent garder les mains nues pour effectuer les opérations les plus délicates. C'est un des risques de leur travail. Ça sentait l'essence. Il a alors cru voir de l'essence couler de l'une des portières de la camionnette. Ensuite, il a vu un dispositif d'amorçage. Il semblait avoir été placé là pour enflammer l'essence. Comme le dispositif n'était pas contrôlé par radio, les policiers purent rouvrir leur appareil. Attaché à la mèche, le technicien vit le petit dispositif d'amorçage qui devait mettre le feu à la mèche. Mark, before you go ahead and separate the two, would you let us know that you're going to do it? Afin de préserver tout indice, le technicien mettait sa propre vie en péril. Okay, go ahead and make the cut. All right, good. Get it out of there. Cela fonctionne. Okay, he's got it. He's got it out of there. Dans la camionnette, les enquêteurs trouvèrent un autre exemplaire du manifeste que les voleurs avaient laissé à la banque et au bureau du journal. Pour l'agent spécial David Bedford, la propagande du dépliant était typique des groupes de la région prônant la suprématie des Blancs. Il y avait tout un prêchi-prêcha sur l'usure, un terme qui nous vient de la Bible et qui fait référence au taux d'intérêt. Mais ce qui était le plus frappant dans ce dépliant, c'était un symbole. Pour analyser ce manifeste, les agents savaient qu'ils pourraient obtenir de l'aide de l'un des reporters du Spokesman Review. Bill Morlin est un expert en groupes extrémistes de la région. J'étudie les groupes racistes du Nord-Ouest depuis 22 ans. Le plus important d'entre eux, la nation aryenne, est situé à 55 km de Spokane, dans le nord de l'Idaho. Il a attiré dans la région beaucoup d'autres groupes, comme ceux qui contestent les impôts, les groupes contre l'avortement, le Ku Klux Klan et la bande Comitatus. Le FBI montra à Morlin le manifeste des voleurs. C'était le credo des racistes blancs. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'était ce qu'il y avait au bas de la page. On pouvait y voir une croix chrétienne à laquelle on avait superposé un P. C'était le logo du sacerdoce de Phineas.
Les individus qui se réclament du groupe de sacerdoce de Phineas ou de Phiné prétendent commettre leurs crimes en vertu de la loi de Dieu telle qu'ils l'interprètent. Ils peuvent même voler des banques, par exemple, pour financer leurs projets et renverser le gouvernement fédéral. Maureen parla alors aux agents d'une entrevue qu'il avait faite quelques mois plus tôt. Dans le cadre d'un reportage, il avait réussi à rencontrer plusieurs membres d'un groupe extrémiste dans un endroit secret. Ceux-ci ne s'étaient pas identifiés comme membres du sacerdoce de Phineas, mais leurs croyances étaient semblables. En arrivant là-bas, on a rencontré 7 ou 8 individus, lourdement armés de fusils de chasse automatiques, d'armes de poing et portant des vêtements de camouflage. Ils nous ont fait une démonstration de plusieurs exercices militaires. Les hommes lui expliquèrent qu'ils travaillaient en cellule, sans chef officiel ni organisation. L'absence de chef les rendait plus difficiles à retracer par les autorités. Ils déclarèrent qu'ils préparaient une confrontation armée avec le gouvernement fédéral. J'ai alors demandé, mais qu'est-ce qui arriverait si un agent de police vous arrêtait pour une infraction au code de la route et trouvait ses armes après l'un de vos exercices militaires? Et l'un d'eux m'a répondu sans hésiter, je tuerai le policier. Quand vous avez un tel arsenal, a-t-il ajouté, vous courez un grand danger. Et pour protéger le groupe, vous tueriez n'importe quel agent de police. Les agents croyaient que ces voleurs étaient aussi dangereux qu'insaisissables. Après que des hommes eurent volé une succursale de la US Bank de Spokane dans l'État de Washington et fait exploser des bombes à la banque et au bureau d'un quotidien, les autorités en vinrent à soupçonner un groupuscule armé extrémiste qui s'appelait le sacerdoce de Phineas. Bill Morlin, reporter au Spokesman Review, est spécialisé dans les groupes extrémistes du nord-ouest des États-Unis. Le FBI lui demanda des détails sur les membres du sacerdoce de Phineas qui commettent des crimes au nom de leur religion. Ce sont des groupes clandestins de 6 ou 7 personnes qui partagent les mêmes croyances et qui décident de les manifester. Ils n'en parlent pas à l'humanité tout entière et on ne peut pas trouver leur numéro de téléphone dans le bottin ni sur Internet. Ils agissent en secret. Ils croient que Dieu est un de leurs membres et qu'ils obéissent à ses ordres en commettant ces crimes. L'agent spécial David Bedford faisait partie de l'équipe d'enquête sur les groupes extrémistes de la région. Après le vol, on avait bien peu de pistes. Les individus portaient des cagoules et des vêtements de camouflage. Ils portaient aussi des gants. Mis à part le portrait robot qu'on avait fait faire du conducteur de la camionnette, nous n'avions pas grand-chose. Les agents du FBI auraient souhaité disposer d'autre chose qu'un croquis avant de demander l'aide du public, car ils réduiraient ainsi les fausses pistes. Malheureusement, ils ne pouvaient pas attendre. On a dû faire imprimer ce qu'on avait et distribuer des affiches un peu partout dans l'État de Washington, en Oregon et en Idaho, en espérant que quelqu'un identifierait cet individu. On a reçu des centaines et des centaines de tuyaux, de pistes possibles sur l'identité de cet individu. Malgré des centaines d'heures à suivre des pistes, les enquêteurs n'obtinrent rien de valable. L'affaire ne progresserait pas tant que le groupuscule ne passerait pas de nouveau à l'action. Le 12 juillet, soit 3 mois après les premiers assauts, une femme aperçut un homme portant une cagoule en train de mettre une bombe devant une clinique de Spokane. Elle appela la police pour donner le numéro de plaque d'immatriculation de sa camionnette. Les répartiteurs de la police dépêchèrent des pompiers et des policiers sur les lieux. Comme une dizaine d'autres policiers, l'agent Dan Spivey se mit en route vers la clinique. Ce que les policiers ignoraient, c'était qu'au même moment, la banque volée en avril était la proie d'un nouveau braquage. Cette fois, il y avait 3 hommes armés plutôt que 2. Comme lors du vol précédent, les assaillants avaient une bombe.
Une des caissières reconnut la voix d'un des voleurs et elle déclencha l'alarme silencieuse pendant qu'elle lui remettait l'argent. Les hommes étaient d'une redoutable efficacité. Ils se parlaient en langage codé et semblaient avoir planifié le vol à la minute près. Mais ils n'avaient pas remarqué la caissière du guichet pour automobilistes qui travaillait dans une aile séparée de la banque. Alors que les clients à l'intérieur de la banque avaient les yeux rivés sur les armes braquées sur eux, tout semblait normal pour ceux de l'extérieur. La caissière du guichet extérieur espérait que les voleurs n'avaient pas entendu la voix du client sur le haut-parleur et que celui-ci pourrait l'aider. Elle ignorait si le client comprendrait ses gestes et s'il l'aiderait ou s'enfuirait. À la banque, les assaillants échangèrent quelques mots et déclarèrent que c'était un code bleu. Ils s'enfuirent avec 37 000 $ en argent liquide et la bombe qu'ils avaient apportée. Le client du service à l'auto vit des hommes montés à bord d'une camionnette. Il les prit en filature pendant qu'il appelait le service d'urgence. La répartitrice de Spokane conseilla à l'homme de ne pas courir de risques inutiles. Celui-ci lui dit qu'il suivrait le véhicule à bonne distance jusqu'à l'arrivée des policiers. L'agent Dan Spivey se dirigeait vers la banque quand on lui annonça qu'un client poursuivait les voleurs. La répartitrice nous a annoncé qu'un homme muni d'un portable avait pris des suspects en filature. Ainsi, on retransmettrait les informations à tous les patrouilleurs. Spivey changea de direction pour tenter de rattraper les voleurs. Le client de la banque donnait régulièrement des informations sur son emplacement, mais il peinait à suivre la camionnette des suspects sans être repéré. Derrière un centre commercial, le client a perdu le véhicule de vue. J'ai fouillé rapidement le secteur pour le retrouver, mais sans succès. J'ai dû retourner à mon point de départ pour recommencer les recherches, mais cette fois-ci de façon plus méthodique. Après 1 heure de recherche, Spivey entra dans un garage au nord du centre-ville. J'ai vérifié à l'étage supérieur et à l'une des extrémités, j'ai cru apercevoir le véhicule suspect. Excuse me, ma'am. Would you leave the area right now, please? Get on the other side of the lot. Sir, could you get away from that vehicle and go down towards the other end of the lot? Thank you. 504 rear plate 2233 Victor. Une des plaques d'immatriculation était identique à celle du véhicule du vol de banque. Et l'autre à celle du véhicule de la tentative d'explosion de la clinique. Il ne semblait y avoir personne à bord. Le sergent James Goodwin, de l'escouade anti-bombe, qui avait aidé à désamorcer la bombe dans la camionnette après le vol de la banque en avril, déclara le véhicule dangereux. Compte tenu de l'autre affaire, ce véhicule pouvait tout autant contenir un engin explosif. Si l'on tenait compte du fait que c'était leur deuxième tentative et qu'ils avaient échoué la première fois, il était logique de penser que cette fois-ci, ils auraient tout fait pour réussir à faire exploser le véhicule. Il y avait une forte odeur d'essence, mais il était difficile de savoir quel type d'engin explosif se trouvait dans la camionnette. Plutôt que d'envoyer un membre de l'escouade, les techniciens utilisèrent leur robot spécialisé. Ils le dirigeaient à distance, en sécurité dans le camion de l'unité. On a envoyé le robot pour voir ce que contenait le véhicule.
L'appareil était muni d'une caméra vidéo. C'étaient les yeux à distance de l'escouade anti-bombe. Les techniciens téléguidaient le robot afin de voir ce que contenait la camionnette. Les fenêtres de cette camionnette étaient teintées et l'on n'a donc pas pu voir grand-chose. Il semblait bien y avoir quelque chose dans le véhicule, mais la caméra du robot n'arrivait pas à renvoyer une image nette à cause des vitres teintées. Les techniciens activèrent alors le canon qui tire un projectile à l'aide de pression à eau plutôt qu'avec de la poudre explosive pour éviter les étincelles. Les robustes pinces du robot servirent à retirer les éclats de verre. Après avoir brisé la vitre, on a pu voir à l'intérieur et constater qu'il y avait un dispositif pour mettre le feu. On aurait dit que cela devait allumer un incendie dans la camionnette, ce qui aurait détruit beaucoup d'indices. Le technicien sortit la bombe du véhicule à l'aide du robot téléguidé. Il put ensuite transporter la bombe à un endroit isolé où elle serait désamorcée. On utilisa de nouveau le canon à eau. Une fois encore, les hommes avaient utilisé une camionnette volée, mais cette fois-ci, les enquêteurs ne trouvèrent aucun dépliant ni indice à l'intérieur. Bien qu'il y ait eu 3 assaillants lors de ce dernier braquage, le FBI croyait que c'étaient les mêmes individus qui avaient volé la banque 3 mois plus tôt. Ils demandèrent de l'aide à l'expert judiciaire Richard Voderbrugge du service d'analyse audio-vidéo. Les ressemblances entre les vêtements et les armes de 2 des hommes laissaient croire qu'ils avaient pris part aux 2 vols. Voderbrugge analysa ensuite les images pour déterminer la taille des suspects. J'ai recours à une technique qui s'appelle la photogrammétrie. Pour ce faire, j'utilise les mesures d'objets fixes qui se trouvent sur la scène. Je détermine ensuite l'angle de prise de vue, c'est-à-dire comment la caméra elle-même est située par rapport aux objets fixes. Comme les caméras étaient orientées vers le bas, Voderbrugge dut faire de savants calculs mathématiques pour déterminer la hauteur réelle des objets. Il compara ensuite la hauteur des objets fixes comme les pattes d'une table à la taille des voleurs. Il conclut que les voleurs du vol en avril étaient vraisemblablement les mêmes que 2 des hommes du vol en juillet. L'un d'eux mesurait environ 1,69 m et l'autre 1,82 m. Le fait que j'ai établi que ces individus étaient de même taille dans les 2 cas nous a permis de renforcer la thèse selon laquelle les mêmes types avaient commis les 2 vols. Pour aider à la capture de ces terroristes, la US Bank offrit une récompense de 100 000 $. Malgré cette récompense, 1 mois s'écoula sans qu'on trouve de nouvelles pistes. Les agents croyaient que les terroristes s'entraînaient et se préparaient à leur prochain coup. Après que les autorités eurent imputé quelques vols de banque à Spokane au même groupe de terroristes, la US Bank offrit une récompense de 100 000 $. Le FBI fit alors publier un portrait robot du conducteur de la camionnette ayant servi à la fuite des voleurs. 1 mois après le second vol, soit au mois d'août 1996, la récompense offerte permit d'obtenir une piste intéressante. Un informateur croyait avoir reconnu l'homme du portrait robot. L'informateur, un armurier autorisé à vendre des armes, déclara l'avoir rencontré avec d'autres hommes quelques mois plus tôt. C'était avant le premier vol de banque. Il avait vendu à un groupe d'hommes des vêtements et de l'équipement militaire.
Selon lui, l'un d'eux ressemblait à l'individu du portrait robot. Le groupe s'était informé sur des explosifs plastiques et un bazooka. Les hommes lui avaient ensuite demandé de l'aide pour équiper leur Jeep d'une carcasse de char et de bipieds pour leur mitrailleuse. L'homme avait refusé, ne voulant pas être mêlé à des activités illégales. Avant qu'ils partent, l'un d'eux s'était vanté du fait qu'un petit groupe d'hommes allait bientôt contraindre une banque bien établie à se mettre à genoux devant lui. L'informateur déclara qu'il avait rencontré ces hommes à un atelier de mécanique qui appartenait à l'un d'eux. L'atelier était situé dans la petite ville de Sandpoint en Idaho, à 120 km au nord-est de Spokane. À la fin du mois d'août, le FBI envoya des agents à Sandpoint pour explorer cette piste. Ceux-ci louèrent un immeuble abandonné à partir duquel ils pouvaient voir l'atelier de mécanique. Ils purent ainsi observer discrètement les hommes pendant qu'ils équipaient leur Jeep. L'agent spécial Mark Cullinan croyait avoir trouvé les voleurs. En observant les sujets au jour le jour, il y avait de quoi se poser des questions. D'abord parce qu'aucun d'entre eux ne semblait avoir d'emploi. C'était un signe qu'ils obtenaient leur argent par d'autres moyens. Comme on ignorait ce qu'était devenu l'argent des vols de banque, c'était une hypothèse viable. Les agents photographièrent les suspects et toute personne qui les fréquentait. L'un des hommes identifiés était Robert Berry. Celui-ci possédait un atelier de mécanique à Sandpoint et pourtant il ne semblait y avoir aucune activité commerciale. Les agents identifièrent ensuite un autre suspect, Charles Barbie. Même si celui-ci n'avait pas d'antécédents judiciaires, il avait été arrêté pour avoir tenté d'acheter de l'équipement à des militaires. Barbie et Berry étaient de la même grandeur que les voleurs de banque dont les experts avaient évalué la taille. Le FBI détermina que le troisième homme était Vern Merrill. Celui-ci semblait être le chef du groupe. Il ressemblait au conducteur de la camionnette décrit par des témoins des attentats et des vols de banque. Les agents devaient maintenant colliger plus d'informations sur ces hommes. Pour les obtenir, ils durent courir des risques. Un soir, au début septembre, après que les suspects eurent quitté l'atelier, l'équipe de surveillance installa une caméra cachée sur un poteau téléphonique derrière l'atelier. Les agents ne savaient pas s'il y avait des pièges dans les environs et ils ignoraient aussi s'ils étaient surveillés. Ils purent terminer sans encombre. Ce que la caméra leur révéla était terrifiant. Les hommes utilisaient diverses armes et projectiles pour voir lesquels transperçaient le mieux les portières de voitures et les gilets pare-balles en Kevlar. À l'évidence, ils se préparaient au combat. Au cours de cette opération de surveillance qui dura quelques semaines, le FBI épia les suspects du haut des airs et par voie terrestre lors de leur déplacement dans plusieurs villes du Nord-Ouest. Il y avait tout lieu de croire qu'ils repéraient des banques en vue de les dévaliser. Le 6 septembre, soit 2 mois après le deuxième vol de banque, le journal, la banque et la clinique qui avaient été ciblés par les terroristes reçurent des lettres de menaces dans lesquelles on leur promettait d'autres violentes attaques. Les autorités mirent alors un plan au point pour pouvoir suivre les voleurs vers leur prochaine cible, quelle qu'elle fût. But that's not to say they couldn't take any of the other back roads down to meet or intersect I-90. So what we're going to have to do is come up with points far enough away that they can't take a back road and get around behind us before getting in their home territory up there.
Un mois plus tard, soit le 8 octobre. Les agents qui surveillaient les suspects croyaient qu'ils en étaient au dernier préparatif d'un autre vol de banque. Ils contactèrent l'agent spécial David Bedford. Un agent m'a appelé pour m'annoncer qu'ils chargeaient leur véhicule. J'ai alors contacté plusieurs de mes collègues pour leur dire de sauter dans leur voiture et de se diriger vers Sandpoint. Quelque chose allait se produire et on devait tous s'y rendre le plus vite possible pour les surveiller, car on ignorait où ils se dirigeaient. Le FBI repéra les suspects alors qu'ils quittaient Sandpoint pour se diriger vers l'ouest. Par les plaques d'immatriculation de la camionnette, on pouvait deviner qu'ils s'apprêtaient à commettre un crime. Les plaques n'étaient pas les mêmes à l'avant et à l'arrière. De plus, elles provenaient de véhicules volés. Cela rendait toute l'opération encore plus urgente. Les agents suivirent les hommes sur 600 km en direction de l'ouest jusqu'en Oregon. À Hood River, les agents virent les hommes voler une camionnette sur le terrain d'un concessionnaire de voitures d'occasion et l'ajouter à leur convoi. Si les agents ne se trompaient pas, les suspects allaient utiliser cette camionnette volée pour dévaliser une banque et ils l'abandonneraient ensuite. On a vu les véhicules s'arrêter à un relais routier. Ils ont alors sorti des choses d'un véhicule pour les mettre dans l'autre et ils ont semblé se consulter. Ensuite, ils sont repartis à bord d'un véhicule. Les agents qui prirent la camionnette en filature devinèrent alors où les suspects se rendaient. Vers 6 heures du matin, nous étions à plusieurs centaines de kilomètres de notre point de départ, en banlieue de Portland. On les a alors vus serpenter à travers la ville. À 10 heures, il n'y avait plus de doute sur la banque qui serait attaquée par les suspects. On les a vus arriver dans l'aire de stationnement de la banque et l'on a avisé les responsables de l'établissement. Ils ont aussitôt verrouillé les portes et gardé tous les clients à l'intérieur. Nous projetions de les arrêter alors qu'ils descendraient de la camionnette et tenteraient d'entrer dans la banque. Les agents attendirent que les suspects passent à l'action. J'étais à environ 30 mètres d'eux. Et avec mes jumelles, je pouvais voir ce qu'ils faisaient dans la camionnette. Ils sortaient leurs armes, ils enfilaient leurs cagoules et leurs vêtements de camouflage. Bref, ils se préparaient à dévaliser la banque. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu ce que nous voyions aussi. Des clients essayaient d'entrer dans l'établissement et ils se butaient à une porte verrouillée. Les suspects suspendirent les opérations. Les agents en place appelèrent pour connaître leurs instructions. Nos agents consultaient le bureau du procureur des États-Unis, de même que les chefs de nos divisions, afin qu'on détermine si on avait assez d'indices pour procéder à l'arrestation des sujets. Pendant ce temps, des unités de surveillance suivirent le véhicule volé et virent les suspects monter à bord de leur Suburban. Ils ont repris la direction de l'État de Washington et nous les avons suivis. Et bientôt, les agents eurent l'autorisation de procéder à une arrestation. Il leur restait à attendre l'occasion la moins risquée. Quand les sujets se sont arrêtés pour faire le plein dans une station-service de l'État de Washington, on a décidé que c'était le meilleur endroit pour les arrêter, comme on nous l'avait ordonné. Mais avec des suspects armés aussi violents,
Rien ne garantissait que l'arrestation serait facile. Après une enquête de plusieurs mois sur des présumés terroristes, des unités de surveillance avaient suivi les suspects jusqu'à une station-service de l'État de Washington. 2 des suspects restèrent dans un de leurs véhicules, pendant que le 3e entrait dans la station-service. L'agent en chef mit alors l'opération en branle. Tous les agents devaient se synchroniser pour que les suspects soient surpris. FBI, you're under arrest. FBI, freeze the wheel. Hit the car, freeze. Hands on the wheel. Hit the car, sir. Put your hands on the car. Hands on the bed of the vehicle. Put your hands on the car. Vern Merrill, Robert Berry et Charles Barbie furent arrêtés sans opposer de résistance. L'agent spécial David Bedford découvrit alors que les choses auraient pu très mal tourner. À la suite des arrestations, on a fouillé leur véhicule et trouvé des grenades à main, des milliers de cartouches, environ une demi-douzaine d'armes différentes, des masques à gaz, des canettes de gaz lacrymogène. Ces types étaient vraiment prêts à tout. Les agents trouvèrent également une lettre de menace adressée à la banque de Spokane qu'ils avaient dévalisée à 2 reprises. Malgré ces 3 arrestations, le FBI savait qu'un dernier suspect courait toujours. Une des questions à laquelle nous n'avions pas encore répondu, c'était qui était le 3e homme qui était entré dans la banque le 12 juillet, en plus du conducteur. On ne savait pas qui était cet individu. Les agents interrogèrent des amis et des relations des 3 hommes arrêtés. Ils apprirent alors que le 4e individu était vraisemblablement Brian Rattigan. Une des choses qui inquiétait les agents du FBI, c'était l'expérience militaire de Brian Rattigan. Apparemment, il avait subi un entraînement de tireur d'élite. L'enquête qu'on a menée sur lui a été par conséquent très prudente, très réfléchie. Ceux qui connaissaient Rattigan déclarèrent qu'il était lourdement armé, bien entraîné et paranoïaque de surcroît. Le FBI, tout comme la famille du suspect, voulait à tout prix éviter une confrontation violente. On a demandé l'aide de la famille de Brian Rattigan. Après avoir discuté avec les membres de sa famille, ils en sont venus à la conclusion qu'il serait dans le meilleur intérêt de Brian qu'il soit arrêté. Ils lui ont alors envoyé un ticket de train pour lui et sa femme. C'était un faux billet, à une heure où l'on savait qu'il n'y avait pas d'autres passagers dans une gare de l'État de Washington. Des agents secrets faisaient le guet, déguisés en employés. Quand Rattigan baissa momentanément sa garde, ils passèrent à l'action. Rattigan n'eut pas le temps de riposter ni de s'enfuir. Lui et ses complices seraient jugés pour leurs crimes, mais pas pour leur opinion politique ou religieuse. Le FBI n'enquête pas sur les individus ou les groupes en raison de leurs convictions. Nous enquêtons sur des crimes, et nous le faisons parce qu'il s'agit d'actes violents. Il y a eu des attentats à la bombe, il y a eu des vols de banque. Nous avons dû mener notre enquête comme nous l'aurions fait pour n'importe quel autre crime violent. Le 24 juillet 1997, Charles Barbie, Robert Berry et Vern Merrill ont été trouvés coupables d'attentat à la bombe, de vol à main armée, et ils ont tous 3 été condamnés à la prison à vie. Lors d'un autre procès, Brian Rattigan a été trouvé coupable d'accusations similaires
et il a été condamné à 55 ans de prison. Même si une cellule du sacerdoce de Phineas se trouve maintenant derrière les barreaux, le FBI et les experts comme Bill Morlin, reporter au Spokesman Review, n'ignorent pas que d'autres groupes extrémistes sont toujours actifs. Depuis 1996, le nombre de cellules a diminué, mais je crois qu'il y en a encore beaucoup. Les membres de ces groupuscules sont violents et secrets et ils sont tout aussi dangereux. Si ces groupes commettent des crimes, le FBI n'arrêtera pas de les poursuivre tant qu'il ne les aura pas démantelés.